Dans le village oublié de Brumeval, la poussière ne tombait jamais vraiment. Elle restait là, suspendue dans l'air sec, comme si même elle avait trop peur pour toucher la terre morte. Les rues n'étaient que des cicatrices de terre dure, fendues par le soleil. Les maisons, construites en bois gris et en pierres mal jointes, semblaient pencher les unes vers les autres pour partager leurs secrets fatigués. Ici, on ne parlait pas beaucoup. Les gens avaient appris que les mots coûtaient cher, surtout quand ils ne pouvaient rien changer. Ce matin-là, la place du village se remplit lentement. Les hommes vinrent d'abord, chapeaux serrés dans leurs mains rugueuses, visages creusés par le travail et le chagrin. Puis, les femmes arrivèrent, tenant des enfants qui n'avaient pas encore compris pourquoi leur mère serrait à leurs épaules si fort. Tous savaient pourquoi ils étaient là, même s'ils n'auraient pas pu le dire à voix haute. Sur une estrade grossière, montée au centre de la place, se tenaient 7 filles. Elles avaient été lavées, coiffées, on leur avait mis des robes qu'on croyait encore présentables, même si les coutures trahissaient des années de raccommodage. Aucune ne portait de chaussures. Certaines étaient si jeunes qu'on aurait dit qu'elles jouaient encore à la marelle la semaine passée. D'autres avaient déjà le regard vide des femmes qui ont trop compris. Le commissaire-priseur, maître Dupré, un petit homme sec avec un foulard rouge autour du cou et des yeux qui bougeaient trop vite, tenait son bâton comme un sceptre. Il appela la première. Sa voix grinça dans le matin frais. Une main se leva, puis une autre. Le prix d'une vie se discutait plus bas que celui d'un cochon bien gras. Les gens détournèrent les yeux quand la jeune fille descendit de l'estrade pour rejoindre son nouveau maître. Ensuite vint la deuxième, puis la troisième. À chaque coup de bâton sur la rambarde, la foule retenait son souffle. À chaque accord conclu, c'était comme si le village entier perdait un peu plus de ce qu'il avait de tendre. Au bout d'une heure, il n'en resta plus qu'une sur l'estrade. Elle était grande pour son âge, maigre comme un piquet, les coudes pointus ressortant des manches trop courtes de sa robe. Ses cheveux, noués par un vieux ruban bleu passé, tombaient sur ses épaules en mèches ternes. Elle ne baissa pas la tête comme les autres. Ses yeux fixaient un point droit devant, quelque chose que personne d'autre ne voyait. Personne ne savait exactement qui elle était. Certains disaient qu'elle venait d'un village encore plus pauvre, abandonné sur la route. D'autres murmuraient qu'elle était une bouche de trop, jetée là pour alléger une table déjà vide. Mais ce matin, tout ce que le village voyait, c'était qu'elle était la dernière à vendre. Et dans ce silence épais, même les moineaux avaient cessé de chanter. Maître Dupré tapa son bâton contre la rambarde avec impatience. Il avait déjà le ventre vide et l'esprit tourné vers le repas de midi qu'on lui avait promis chez le maire. Son regard passa sur la fille restée seule, ce petit bout d'os et de peau qui ne semblait même pas trembler. « Allez, qui m'en donne 2 écus pour celle-là. Elle est solide. Regardez-moi ses épaules. Elle peut porter l'eau, fendre du bois, garder vos chèvres. » Sa voix s'érailla, comme s'il sentait déjà qu'aucune main ne se lèverait. Les hommes baissèrent les yeux, certains par honte, d'autres parce qu'ils n'avaient rien à offrir, pas même une vieille poule à troquer. Les femmes, elles, fixaient la scène d'un regard dur, pensant peut-être à leur propre fille, se demandant si un jour elle finirait là, sur ces planches, exposée au plus offrant. La fille ne bougea pas. Elle resta droite, le menton levé, les yeux plantés loin au-delà du marché, comme si elle attendait autre chose, quelqu'un d'autre. Dupré soupira. Il frappa encore son bâton. « Allons, ce sera vite fait, je ne vais pas y passer l'après-midi. » « Qui la prend ? Elle ne coûte presque rien. » Mais le silence se fit plus lourd encore, et un malaise glissa sur la foule, comme un voile gris. Les enfants s'agrippèrent un peu plus fort aux jupes de leur mère. On aurait dit que même le soleil avait décidé de reculer derrière un nuage pour ne pas voir ça. Puis, lentement, un bruit se fit entendre, un bruit de pas lourds, réguliers, qui froissait la poussière sèche à chaque avancée. Tous les regards se tournèrent.
Là, au bout de la place, un homme apparut, grand, large d'épaules, le visage à moitié caché sous le bord d'un vieux chapeau noir. Son manteau long, usé au coude, balançait à chacun de ses pas, soulevant des nuages de terre pâle. Personne ne parla. Les langues semblaient s'être toutes emmêlées d'un coup. Certains le connaissaient de vue, d'autres seulement de réputation. Il s'appelait Jean Marec. Les enfants l'appelaient l'ombre du bois, car il vivait seul, à l'écart, dans une maison bancale près de la lisière. On racontait qu'il avait perdu femme et enfant dans la même année, et qu'il n'avait plus parlé à personne depuis. Aujourd'hui, pourtant, il traversait la place, droit vers l'estrade, et chaque pas résonnait comme un coup de tambour. Jean Marec s'arrêta au pied de l'estrade. Il leva la tête vers la fille, sans dire un mot. Son regard était sombre, creusé par les années et la solitude, mais il n'avait rien de cruel. La foule retint son souffle. Même maître Dupré sembla rétrécir sous ce silence imposé. Le commissaire-priseur tout sauta, essaya un sourire mal assuré. « Eh bien, sieur Marec, on dirait que vous êtes venu pour affaire? Vous comptez faire une offre ?» Mais Jean ne répondit pas. Il glissa simplement la main dans la poche intérieure de son manteau et en sortit un petit morceau de papier, plié soigneusement. C'était un parchemin jauni, scellé par un vieux cachet de cire craquelé. Il le tendit, non pas à Dupré, mais à la fille directement. Ses doigts, larges et rudes, tenaient ce papier avec une étrange délicatesse, comme on tiendrait un oiseau blessé. La jeune fille cligna des yeux, déroutée. Son bras trembla quand elle tendit la main pour saisir l'objet. Le cachet se brisa sous son pouce. À l'intérieur, il y avait un simple nom, tracé à l'encre noire. Un nom écrit d'une main appliquée, mais qui avait dû trembler sous le poids du chagrin. Claire Marec. La foule frissonna, prise d'un malaise qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Jean parla enfin, d'une voix rauque, comme si les mots lui avaient dû écouter des années de silence. C'était le nom de ma fille. Elle est morte, emportée par la fièvre, avant même d'apprendre à le prononcer. Si tu le veux, c'est le tien, maintenant. On n'entendit plus rien, sauf le souffle du vent qui passait entre les planches de l'estrade, soulevant la poussière comme pour effacer la scène. Dupré ouvrit la bouche, la referma, puis haussa les épaules. Il savait qu'aucune loi, aucune bourse pleine ne pouvait valoir cela. La fille serra le papier contre sa poitrine maigre. Elle hocha la tête, une seule fois, les larmes s'accrochant à ses cils sans tomber. Jean tendit la main. Elle la prit. Et ensemble, ils descendirent de l'estrade, laissant derrière eux un silence qui n'avait plus rien à voir avec celui du matin. Ils traversèrent la place lentement, comme s'ils foulaient un sol fragile qui aurait pu se briser sous leurs pas. Personne ne dit un mot. Les hommes se découvraient, serrant leurs chapeaux contre leurs torses. Les femmes serraient les bras de leurs enfants, certaines murmurant une prière, sans savoir vraiment pour qui elles priaient. À mesure qu'ils avançaient, les regards se baissaient, par pudeur ou par honte, peut-être un peu des deux. La poussière s'accrochait au bas de la robe de la jeune Claire, au nouveau nom qu'elle portait, comme pour s'assurer qu'elle resterait bien de ce monde-ci et non d'un rêve trop beau pour durer. Jean la guida jusqu'à son cheval, un grand alezan fatigué mais docile. Il la hissa avec précaution sur la selle, puis monta derrière elle. Sa large main se posa contre le ventre maigre de la jeune fille pour la maintenir en équilibre. Ce simple geste, si banal pour un père et sa fille, fit monter un frisson dans toute la foule. Il n'y avait ni marchandage, ni gain. Juste un nom donné, et une vie peut-être sauvée. Quand Jean tira légèrement sur les rênes, le cheval tourna vers la route qui menait hors du village. Au moment de franchir la limite de la place, Claire jeta un dernier regard par-dessus son épaule. Là où elle avait attendu qu'on la vende comme un objet, il n'y avait plus qu'un vieil estrade vide, grinçant sous le vent. Elle serra plus fort le parchemin contre elle. Au-dessus de leur tête, le ciel, d'un bleu pâle, paraissait presque bienveillant, comme s'il offrait à cette histoire un instant de paix. Ils chevauchèrent longtemps sans parler.
La route qui menait vers la maison de Jean Marek serpentait à travers champs et bosquets maigres, des étendues rousses où l'herbe avait renoncé à grandir. Parfois, un corbeau s'envolait d'un poteau, croassant son mécontentement d'être dérangé. Claire gardait les yeux fixés sur l'horizon, incapable de croire que ses jambes ne tremblaient peu plus sur l'estrade, incapable de croire qu'elle partait vers quelque chose qui n'était pas une vente, un autre maître, une autre corvée. Jean, derrière elle, restait aussi silencieux que la pierre, mais sa main demeurait là, sur son flanc, comme pour rappeler qu'elle ne tomberait pas. Au bout de plusieurs heures, ils atteignirent une maison posée au milieu des terres rases. Elle semblait avoir poussé là par accident, un carré de bois gris et de tuiles inégales, avec un vieux puits qui gémissait à chaque coup de vent. Claire descendit maladroitement de cheval, les jambes engourdies, le cœur battant trop vite pour son frêle corps. Jean attacha l'alezan, puis se tourna vers elle. « C'est chez toi, maintenant, » dit-il simplement. Il n'y avait ni sourire, ni grand discours, juste ces mots dits comme une évidence, comme un poids qu'il posait à moitié sur ses épaules, à moitié sur les siennes. À l'intérieur, l'air sentait le bois sec et la fumée ancienne. Il y avait une grande table marquée de coupures de couteaux, 2 chaises, un foyer, où couvait une braise paresseuse. Jean alluma un peu plus de feu, fit chauffer de l'eau dans une vieille bouilloire cabossée. Claire resta debout, sans savoir où mettre ses bras, où poser son regard. Il lui désigna une chaise. Elle s'y assit avec précaution, tenant toujours contre elle le papier portant son nouveau nom. Quand l'eau fut prête, Jean versa dans 2 gobelets de métal. Il en poussa un vers elle. « Bois, ça aide à se sentir vivante. » Claire obéit, la gorge serrée. Le liquide brûla ses lèvres, la fit tousser, mais un étrange soulagement monta en elle, comme si la chaleur chassait enfin un hiver trop long de son ventre. Pendant un moment, ils restèrent ainsi, l'un face à l'autre, sans mots, laissant la pièce s'imprégner d'eux, comme si elle devait apprendre à les connaître avant de les accepter. Dehors, la lumière déclinait déjà, teintant la poussière d'or triste. Claire comprit qu'elle dormirait ici, ce soir, dans une maison où aucun prix n'avait été payé pour elle. Seulement un nom. La première nuit fut longue. Claire dormit sur une paillasse posée dans une petite pièce attenante à la grande salle, sous une couverture qui sentait le foin sec et l'air du dehors. Elle resta longtemps les yeux ouverts, fixant les ombres qui dansaient au plafond, chaque craquement du bois l'arrachant à un demi-sommeil. Mais aucune porte ne s'ouvrit brutalement. Personne ne la tira hors du lit pour la remettre au travail ou la frapper parce qu'elle avait parlé trop fort. Quand elle finit par s'assoupir, ce fut d'un sommeil lourd, sans rêve. Au matin, Jean frappait doucement à la porte. « Debout, faut nourrir les bêtes avant qu'elles nous maudissent. » Elle sortit, pieds nus sur le sol froid, et trouva une bassine d'eau pour se rincer le visage. Ses cheveux étaient emmêlés, son ruban bleu encore noué, signe muet de qui elle avait été avant de porter ce nom. Jean l'emmena dehors. Il y avait 2 chèvres maigres, quelques poules, un cochon têtu qui refusa de sortir de son abri tant que Claire ne l'appela pas d'une voix douce. Jean la regarda faire sans rien dire, puis tourna les talons pour réparer un bout de clôture. Toute la journée, elle l'aida du mieux qu'elle put, transportant des outils, ramenant un seau d'eau, même si ses bras tremblaient sous le poids. Le soir venu, ils mangèrent ensemble à la table marquée de cicatrices, partageant un pain grossier et un potage maigre. Claire remarqua que Jean ne priait pas avant de manger, comme l'avaient d'as fait tous les autres maîtres qu'elle avait connus. Peut-être avait-il trop perdu pour croire encore aux prières. Peut-être pensait-il qu'il valait mieux sauver ce qui pouvait l'être sur cette terre avant de s'occuper du reste. Quand le repas fut terminé, elle se leva pour débarrasser. Jean posa sa main sur la sienne, l'arrêtant net. « Ici, tu n'es pas servante. Tu es Claire Marek. Ça veut dire que tu manges, tu dors et tu travailles comme moi. Pas pour moi. » Il retira sa main, la laissa prendre le temps de comprendre.
Puis il alla s'asseoir sur le banc près du foyer, sortant un vieux couteau pour tailler un morceau de bois. Claire resta debout un instant, la gorge serrée d'une chose qu'elle n'avait pas encore les mots pour nommer. Puis elle s'assit de nouveau, simplement pour être là, avec lui, sans chaînes invisibles à ses poignets. Les jours passèrent, puis des semaines. À Brumeval, on commença à jaser, bien sûr. Les vieilles femmes qui venaient au puits murmuraient que Jean Marek avait peut-être perdu la tête, qu'aucun homme ne prendrait chez lui une enfant des enchères pour rien. Les hommes, eux, restaient silencieux, le regard fuyant quand Jean venait en ville pour acheter du grain ou faire aiguiser sa faux. Claire, elle, s'habituait à ce nouveau monde qui n'avait ni cadenas ni cou. Elle apprit à nourrir le cochon, sans se faire mordre, à traire la chèvre sans la faire ruer. Jean ne parlait pas beaucoup. Il montrait, c'est tout. Quand il réparait un outil, il le lui donnait ensuite pour qu'elle fasse pareil, corrigeant sa main d'un petit mouvement sec, sans jamais hausser la voix. Un soir, alors qu'elle ramenait du bois, elle entendit un son étrange. Un rire, court, éraillé, presque douloureux. Jean venait de sourire, vraiment sourire, en la voyant courir après une poule récalcitrante qui s'était sauvée dans la cour. Ce petit rire resta suspendu entre eux, comme une lumière fragile. Ce fut la première fois que Claire crut comprendre qu'il n'était pas seulement cet homme brisé dont on parlait au village. Il y avait encore, quelque part sous sa poitrine large, un cœur qui battait. Plus tard, elle s'assit sur le seuil, pendant qu'il fumait sa pipe. La fumée montait en spirale dans l'air frais du soir, emportant les restes du jour. Elle se surprit à dire tout bas, « Si je suis Claire Marek maintenant, ça veut dire que j'ai le droit de rire aussi. » Jean la regarda longuement, comme s'il cherchait quelque chose sur son visage. « Ça veut surtout dire que t'as le droit de rester ici sans qu'on te vende jamais plus. Et si le rire te vient, alors ris. » Elle hocha la tête, incapable de répondre. Un peu plus tard, quand elle rentra pour dormir, elle s'aperçut qu'elle fredonnait sans même s'en rendre compte. L'été s'installa lentement sur Brumeval, apportant avec lui un parfum d'herbes sèches et de résine. Dans la petite ferme de Jean, la vie prit un rythme doux, presque fragile. Claire se levait avant le soleil pour ramasser les œufs, porter de l'eau au potager que Jean avait décidé de refaire pousser cette année, juste pour voir si la terre se souvenait encore comment donner quelque chose. Le soir, elle restait souvent dehors après avoir fini ses corvées, assise sur la vieille souche près du puits, les pieds nus dans la poussière tiède. Elle regardait la lumière décliner sur les champs roussis et sentait un drôle de pincement au ventre. Pas la faim, non, mais autre chose, un mélange de crainte et d'espoir qu'elle n'arrivait pas à démêler. Jean, de son côté, se montrait plus calme. Il travaillait toujours dur, mais parfois il s'arrêtait pour la regarder. Pas d'un air méfiant ou soupçonneux comme tant d'autres hommes, mais avec ce regard un peu égaré qu'ont les gens qui essaient de mesurer ce qu'ils risquent encore à s'attacher. Un soir, alors qu'elle s'occupait de repriser une vieille chemise à lui, il entra dans la maison avec un objet qu'il avait taillé dans un bout de bois trouvé près du ruisseau. C'était un petit panneau grossier où il avait gravé maladroitement des lettres. Claire passa ses doigts dessus et lut à mi-voix « Claire Marek ». Son nom, pour la première fois inscrit ailleurs que sur le vieux papier qu'elle gardait encore sous son oreiller. Jean haussa les épaules, comme gêné de son propre geste. « On le mettra sur la porte. Comme ça, ceux qui passent savent qui vit ici. » Elle dut se mordre la lèvre pour retenir un sanglot. Jamais personne n'avait pris la peine d'écrire son nom, de l'afficher au monde. Jamais personne n'avait cru qu'il fallait le faire. Ce petit bout de bois signifiait plus qu'aucune somme d'argent, plus que tous les contrats signés lors des ventes du village. Elle se leva, posa la main sur l'épaule de Jean et resta là un long moment, sans rien dire. C'était la première fois qu'elle se permettait de le toucher ainsi, sans crainte, sans se demander si elle le paierait plus tard. Mais l'été ne dure jamais. Quand les premières feuilles commencèrent à jaunir, un étranger arriva à Brumeval. Il portait un manteau élégant, poussiéreux du voyage,
et des bottes bien trop propres pour être d'ici. Dans sa main, il tenait un petit carnet à la couverture de cuir. Il parlait doucement, posant des questions polies, notant les réponses avec soin. On le vit discuter avec maître Dupré, puis avec le maire. Enfin, il demanda où pouvait bien habiter cet homme qu'on appelait Jean Marek. Ce soir-là, Claire aperçut la silhouette du cheval du visiteur approcher dans la lumière tombante. Jean l'attendait déjà, debout près de la barrière. L'homme descendit de sa monture, épousseta ses manches, puis sortit un papier officiel qu'il déplia lentement. « Je suis venu pour la jeune fille », dit-il d'une voix qui se voulait amicale. Il semble qu'elle ait été perdue dans un inventaire, une erreur bien sûr. Son nom n'apparaît nulle part dans les registres des ventes validées. En somme, elle n'appartient à personne, et certains messieurs à l'Est seraient désireux de rectifier cela. Claire se figea derrière la fenêtre entr'ouverte. Elle sentit ses jambes se dérober, ses mains se crisper contre le rebord de la table. Jean ne répondit pas tout de suite. Il fixa l'homme longuement, puis dit seulement « Ici, elle est Claire Marek, et ça suffit. » L'étranger haussa un sourcil, esquissa un sourire presque navré. « Vous comprenez bien, monsieur Marek, que ce n'est pas si simple. Sans trace légale, son avenir reste, disons, négociable. Mieux vaut la rendre. » Jean fit un pas en avant. Sa main droite se posa naturellement sur la crosse du fusil qu'il avait adossé contre la barrière. « Elle ne retournera nulle part. Si vous tenez à votre carnet, rangez-le et partez. » Un silence pesant suivit. L'homme recula d'un pas, replia ses papiers. « Très bien, monsieur Marek, nous verrons ce qu'en dira la loi. » Puis il remonta à cheval et repartit vers le village. Quand la poussière retomba, Claire sortit de la maison. Ses yeux cherchaient ceux de Jean, pleins d'une terreur qu'elle avait cru enterrer pour toujours. Il s'approche, pose sa main sur sa joue. « Tant que je respire, personne ne viendra t'arracher ce nom. » Les semaines suivantes furent lourdes, comme si l'air lui-même savait qu'un orage se préparait. Claire travaillait sans rien dire. L'angoisse tapit dans son ventre chaque fois qu'un bruit de sabots se faisait entendre sur le chemin. Jean, lui, se montrait encore plus silencieux qu'à l'accoutumée. Il réparait la clôture, vérifiait le fusil, et chaque soir il plaçait 2 cartouches supplémentaires près de la cheminée. Parfois, la nuit, Claire se réveillait et le voyait assis près du foyer, le fusil accroché sur ses genoux, les yeux perdus dans les braises. Elle savait qu'il veillait pour elle, mais elle comprenait aussi qu'il était déjà en train de peser ce qu'il serait prêt à faire pour la garder. Puis, un après-midi, alors qu'ils revenaient du potager, ils entendirent des voix au-delà du portail. 3 hommes, vêtus de manteaux sombres, montaient le sentier. Celui qui marchait devant arborait un insigne brillant, accroché à son gilet. Pas un simple badge local, non. Un vrai signe d'autorité envoyé d'ailleurs, plus puissant que les petits arrangements du maire ou les registres de Dupré. Claire sentit son souffle se bloquer. Jean posa sa main dans son dos, la poussant doucement vers la maison. « Va dedans. Ferme la porte. » Elle obéit, mais resta juste derrière la fenêtre entr'ouverte. De là, elle voyait Jean s'approcher de la barrière. L'homme à l'insigne parla le premier, d'un ton mielleux qui sonnait faux, même au milieu du vent. « Monsieur Marek, j'ai ici un mandat dûment signé, confirmant qu'une jeune fille du nom de... » Eh bien, pas de nom en fait, mais correspondant à sa description, doit être rendu à ses tuteurs légitimes à l'Est. Il serait regrettable que cela devienne plus... compliqué. Jean se pencha légèrement sur la barrière, son large corps semblant soudain 2 fois plus grand. « Vous avez un papier, moi j'ai un fusil. Et ici, son nom est Claire Marek. C'est tout ce qui compte. » Le fonctionnaire soupira, fit un petit signe de tête à ses hommes. Les 2 autres dégainèrent leurs armes d'un même mouvement fluide. Claire plaqua sa main contre sa bouche pour étouffer un cri. Jean ne bougea pas. Ses yeux fixaient déjà le premier homme,
comme s'il l'avait choisi depuis des jours. Tout se passa trop vite pour que Claire puisse vraiment comprendre. Il y eut un bruit sec, puis un autre, et la fumée mordit l'air comme un animal blessé. Jean avait tiré le premier, son fusil crachant le feu dans un éclair brutal. L'homme à l'insigne recula, une main rouge plaquée sur son ventre, avant de s'effondrer lourdement contre la clôture. Les deux autres ripostèrent. Une balle arracha une poignée d'écorce à l'arbre juste à côté de Jean, l'autre alla se perdre quelque part derrière la maison. Jean rechargeait déjà, le visage fermé, concentré, comme s'il clouait simplement une planche récalcitrante. Un deuxième coup partit, et un des hommes hurla avant de tomber à genoux, lâchant son arme dans la poussière. Le dernier comprit alors qu'il n'avait plus d'affaire ici. Il recula, trébucha, puis prit ses jambes à son cou en direction du village, laissant derrière lui le bruit lourd de son souffle paniqué. Jean resta immobile un instant, le fusil toujours prêt, jusqu'à ce que le silence reprenne possession de la cour. Claire sortit en courant. Elle faillit glisser sur le sang qui commençait déjà à s'infiltrer dans la terre. Ses mains agrippèrent le bras de Jean. « Tu n'es pas blessé ?» demanda-t-elle dans un souffle brisé. Il secoua la tête. Son regard, pourtant, restait fixé sur l'homme qu'il venait d'abattre, comme s'il lisait dans la mort quelque chose qu'il n'arrivait pas à dire. Il posa sa main sur l'épaule de Claire, la serra légèrement, puis l'emmena à l'intérieur. « Prends de l'eau, je dois enterrer ça avant que d'autres arrivent. » Elle obéit, encore tremblante, pendant qu'il retournait dehors avec une pelle. Par la fenêtre, elle le vit creuser dans ce sol dur qui n'avait jamais rien donné sans lutte. Chaque pelletée paraissait peser une vie entière. Quand il revint enfin, ses épaules s'affaissèrent, comme si le trou qu'il avait fait dehors s'était ouvert aussi à l'intérieur de lui. Mais quand Claire lui prit la main, il la serra très fort, prouvant qu'il n'était pas encore prêt à tout laisser partir. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes, presque irréels. Le village tout entier semblait retenir son souffle. Brumeval n'était pas le genre d'endroit où l'on aimait trop poser de questions, surtout quand les réponses pouvaient entraîner des représailles ou des regrets. Certains virent les traces dans la poussière, le sang qui avait foncé la terre près de la barrière, mais personne ne vint frapper à leur porte. Jean s'occupa du bétail comme si rien ne s'était passé. Claire l'aida à réparer la clôture, à trier les grains dans la grange, à couper du petit bois pour l'hiver qui s'annonçait plus rude encore. Mais quelque chose avait changé. Quand ils se croisaient dans la maison, leurs regards se cherchaient un peu plus longtemps, leurs mains se frôlaient, sans reculer. Un soir, alors que Claire ramenait une casserole de soupe à table, elle s'arrêta brusquement. Jean avait sorti une feuille épaisse, un document officiel orné d'un sceau qu'elle ne reconnut pas tout de suite. Il la posa devant elle. « C'est ton acte d'adoption. Je l'ai fait signer par le juge qui passe ici à la pleine lune. Maintenant, c'est écrit pour tous. Tu t'appelles Claire Marek, pas seulement parce que je l'ai dit, mais parce que la loi le dit aussi. » Ses yeux s'embuèrent, malgré elle. Elle tendit la main pour toucher le papier, comme pour s'assurer qu'il ne disparaîtrait pas sous ses doigts. « Ça veut dire que personne ne peut plus venir me chercher ?» Jean hocha la tête. « Ça veut dire qu'ils devront passer sur mon corps, et même là, ça sera pas facile. » Un rire sec, un peu triste, s'échappa de sa gorge, mais il attrapa sa main avant qu'elle ne s'éloigne. Elle resta ainsi, debout, ses doigts serrés dans les siens, le cœur cognant plus fort qu'il ne l'avait jamais fait. Ce fut le début d'une nouvelle habitude. Chaque soir, après le souper, ils s'asseyaient ensemble sur le banc près du feu. Ils parlaient peu, mais il n'y avait plus besoin de remplir le silence. Ce silence-là, ils le partageaient, et ils les liaient mieux que 1000 mots. L'hiver arriva plus tôt que prévu cette année-là, enveloppant Brumeval d'un manteau de givre qui faisait craquer les portes et gémir les poutres. Dans la petite maison des Marek, on s'adapta comme on put. Jean allumait le feu dès l'aube, Claire calfeutrait les fenêtres avec de vieux tissus pour garder la chaleur. Les soirs étaient longs, et parfois la neige bloquait complètement le chemin, les isolant du reste du monde pour des jours entiers.
Mais ni l'un ni l'autre ne s'en plaignaient. Car au cœur de ce froid terrible, ils avaient trouvé quelque chose que ni le village, ni la loi, ni la faim n'avaient pu leur donner. Une certitude. Claire n'était plus cette enfant silencieuse sur une estrade, offerte aux plus offrants. Elle n'était plus un inventaire mal tenu, ni une erreur à corriger. Elle était Claire Marek, et Jean n'était plus seulement l'ombre du bois, mais un père qui avait choisi son enfant. Un matin, alors que le gel faisait miroiter les branches comme des bijoux fragiles, Claire sortit pour casser la glace du puits. Elle leva les yeux et vit au loin des silhouettes sur la route, probablement des voyageurs en retard, cherchant refuge. Mais cette fois, son cœur ne se serra pas de peur. Elle se redressa, le menton haut, prête à dire son nom, prête à défendre ce qu'ils avaient y construit. Ce soir-là, devant la cheminée, elle posa sa tête sur l'épaule de Jean et murmura « Tu sais, je crois que je ne pourrai plus jamais vivre sans ce silence-là, celui qu'on partage. » Il passa son bras autour d'elle et la serra doucement. « Moi non plus, ma fille. » Et dans le craquement apaisant du feu, ils comprirent tous deux qu'aucune main venue d'ailleurs ne pourrait jamais les défaire. Parce qu'un nom donné librement, avec amour et sans prix, valait plus que tout l'or ou tous les papiers du monde. Alors si cette histoire t'a touché, abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces récits où les cœurs ordinaires font naître des miracles silencieux.